de force nous enfants nous. Martinique, levez pour trouver chimère. Mouyouche nous dame qui qu'a levé, Martinique montre nous chimère. Martinique, levez pour trouver chimère. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez pour trouver chimère. C'est devant nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez pour trouver chimère. C'est devant nous caler, vendant vous elle roule nous ca rouler. Martinique, levez pour trouver chimère. Humanité et justice nous les nous tout bout, jadis nous péquer la Martinique, levez pour trouver chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est tout le respect nous les souler. Martinique, levez pour trouver chimère. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, levez pour trouver chimère. William Maïla, William Maïla, Maman levé, Maman debout, faut que nous lutter, faut que nous gourmet. Maman levé, Maman debout, faut que nous jébé, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays. Fréquence par pluriel, 106.3. Émission Tambour Maman élevé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir. Bonjour Martinique. Aujourd'hui, nous avons l'invité, monsieur Fabrice Di Falco, notre ambassadeur, un de nos ambassadeurs, qui nous rend visite et on le reçoit avec plaisir. Et il ne vient pas tout seul, il vient accompagné d'une dame également qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous... Carole Sinet-Louis. Très bien. C'est une dame qu'on ne connaît pas et on a le plaisir de connaître. Et on remercie Fabrice Di Falco de nous faire connaître cette dame. Cette dame fait beaucoup de choses. Dans quelques instants, on saura de quoi il s'agit. Par contre, M. Di Falco, c'est un monsieur que tapis rouge pour lui, pour tout le travail qu'il fait. On les remercie gentiment. Alors, on va passer rapidement à la revue de presse. Et dans quelques instants, ces deux personnes, ces deux invités, va entretenir, va échanger avec Simone, avec... Nicole Robert. Va échanger avec Nicole Robert. L'émotion, ma chère. Excuse-moi. Avec des invités pareils, on ne peut pas être autrement. Oui, alors, avant de commencer, je veux... monsieur comme ça, je ne sais pas autrement. À commencer par un grand monsieur. Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de justice. Monsieur Nelson Mandela. Oui, alors, là aussi, il y a l'honneur pour nous, Martiniquais, il faut le faire connaître, le faire savoir. Monsieur Marcel Ravin. Lundi 31 mars, lors de la cérémonie du guide Michelin 2025, le Martiniquais Marcel Ravin a obtenu sa 3e étoile. Une autre récompense que Marcel Ravin aborde avec fierté. En effet, s'il conserve ces 2 étoiles pour le restaurant Le Blue May de Monte-Carlo, ce nouveau sésame vient récompenser le travail accompli dans un autre établissement, Elsa, à qui, il y a moins d'un an, son décor méditerranéen, bordé par la mer, a permis au chef martiniquais de se surpasser et d'obtenir une étoile en seulement 8 mois. L'un des desserts à la carte se nomme bois flotté, hommage probablement à Eugène Mona. La parfaite rencontre entre le chocolat et la salinité de l'algue, le tout adouci par l'onctueuse pistache locale, communément appelée cacahuète, la gagne c'est pistache non dit. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que Marcel Ravin s'est fouillé une place de choix en mettant en valeur des produits en lien avec sa terre
et des souvenirs d'une enfance passée à observer les moindres faits et gestes de sa grand-mère en cuisine. Maman doudou, comme on dit. Un Martiniquais a lui aussi été reconnu pour cette 2025 en gardant ses 2 étoiles, Louis-Philippe Vigilant, depuis 2023 à la tête de la Côte d'Or. Alors évidemment, ici, on peut leur souhaiter bon vent, bon courage, et c'est ça pour nous copier. Musique. Importante a ser fevereiro e ter carnaval para a gente sambar. Importante a ser fevereiro e ter carnaval para a gente sambar. Eu vou para Maracongara, eu vou e de bom piango, eu vou e de chapéu de palha, eu vou e convidando a malha, eu vou. On enchaîne 2 coups de tonnerre du néofascisme qui appelle à la vigilance, écrit Michel Blanchy dans l'hebdomadaire Justice. Au cours de la semaine passée, nous avons enregistré 2 coups de tonnerre politiques. La condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics en France et l'annonce d'une augmentation généralisée des droits de douane par Donald Trump. 2 représentants de l'extrême droite que nous qualifions de néofascistes. C'est une situation qui qualifions de néofasciste. Pardon. C'est une situation qui provoque la vigilance. La plus grande des doit provoquer la vigilance, la plus grande des démocrates et progressistes, de notre pays et de par le monde. L'appel très lucide de Mia Mottley, la première ministre de Barbade et présidente du CARICOM, demande de serrer les rangs et de nous mobiliser. De son meeting de Paris, le dimanche 6 avril, Marine Le Pen a été jusqu'à invoquer pour son combat celui du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques. Cela veut dire que le néofascisme ne recule devant rien pour tromper le peuple. Francisco, notre Francisco. La revue de presse continue, mieux défendre les intérêts des assistants maternels et familiaux en Martinique. Le syndicat UNSA, POSBA, Assam, a organisé récemment une rencontre au domaine de Font-Saint-Jacques dédiée aux assistants maternels et familiaux. Ces métiers essentiels à l'accueil et au développement des jeunes enfants restent encore insuffisamment reconnus et valorisés par rapport à leur importance. En effet, bien qu'indispensables pour de nombreuses familles et pour l'aide sociale à l'enfance, ces professionnels font face à plusieurs défis. Une rémunération jugée trop faible au regard des responsabilités, un manque de visibilité et de reconnaissance, ainsi que des conditions de travail exigeantes, avec peu de droits comparables à ceux des autres salariés. Face à ces enjeux, des associations et syndicats comme l'UNSA ont mis en place des branches spécifiques pour accompagner et défendre ces travailleurs. C'est dans cette optique que cette réunion d'information a été organisée au fond, un espace d'échange et de sensibilisation aux évolutions du métier et aux défis du secteur. Des professionnels venus de Fort-de-France, Comorne, Robert et Sainte-Marie ont ainsi eu l'opportunité de dialoguer
avec plusieurs représentants syndicaux. « 64e anniversaire de la tuerie du 24 mars 1961 au Lamentin. Une fois de plus, la répression coloniale s'abattait sur les travailleurs. Une puissante révolte contre la misère. Cette mobilisation intervenait alors que le contexte social était déjà tendu. Salaire de misère, grève des lycéens, des employés du Trésor, des dockers et des municipaux, mesures antisociales, retard considérable dans le paiement des congés payés, alors que le coût des denrées de première nécessité était excessivement élevé. Comme chaque année, au début de la récolte, les salariés de la canne conduite par la CGT, avec Victor Lamont et Renaud Valmont, soutenus par les communistes, étaient contraints de se mobiliser pour faire aboutir leurs revendications, en dépit de leur puissante mobilisation qui avait mis à l'arrêt la majorité des 11 usines que comptait la Martinique. Ils se heurtaient au refus des planteurs et de l'administration préfectorale qui était à leur service. Tout était mis en œuvre pour faire piller et même affamer les travailleurs. Dans le 3e tome de son histoire de la Martinique, d'Armand Nicolas, chez l'Harmattan, écrit que dans un rapport de 27 mars 1961, le général Nemo, le nouveau commandant des troupes anti-Guyane, évoquait la situation dramatique des travailleurs de la canne en 7 ans. Maquinolendera, 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 oh, maquinolendera, oh, maquinolendera, 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 maquinolendera. Appel à une mobilisation consciente pour rendre hommage à Frantz Fanon. En cette année 2025, que la note dorée est déjà dédié à Frantz Fanon, nous appelons les Martiniquaises et Martiniquais à une mobilisation consciente pour rendre hommage à ce psychiatre militant, géant du XXe siècle, géant de la pensée. Notre peuple s'honorera de commémorer un de ses fils qui personnifie dans le monde entier la lutte pour la liberté et la dignité. Nous appelons les Martiniquaises et les Martiniquais à prendre part par tout moyen intellectuel, matériel et aussi financier à cette manifestation du 17 au 20 juillet 2025. Son succès sera notre honneur de peuple martiniquais aspirant à la liberté. Alors pour les joindre, frantzfanon@gmail.com cercle frantzfanon@gmail.com. Aussi, il y a le film qui est sorti. Pour le moment, il est pas encore sur les écrans parisiens, mais ça ne saurait tarder. Alors, Frantz Fanon, réalisé par Jean-Claude Barnet, au cinéma dans quelques... Je pense pour l'été, il sera sur les écrans. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest trees. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea. On enchaîne avec la Guadeloupe. Victor Hartin, dans l'Étincelle écrit, valse un petit tour et puis s'en va. Chez nous, en Guadeloupe, c'est bien connu. Les ministres valsent et passent au gré du changement des gouvernements. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En attendant, un véritable sursaut du peuple guadeloupéen contre tous les relents du colonialisme qui persistent encore chez nous, la valse des ministres de la France va certainement continuer
a occupé notre espace médiatique. Le plus pathétique dans ce registre est de voir que moins de 3 ans, avec Valls, nous recevons le 6e ministre chargé des dernières colonies françaises. À écouter les propos de ce dernier, il va agir en urgence face aux nombreux problèmes qui assaillent la Guadeloupe. Et ce n'est pas du véglage bien malin celui qui pourrait nous convaincre du contraire. Chacun arrivant avec sa feuille de route, ignorant ou rejetant les engagements pris par ses prédécesseurs, nous donne là une occasion de paraphraser Fred Day, nous quoi tourner en rond. Cette façon de faire ne peut plus nous surprendre, même si malheureusement elle se trouve renforcée par cette instabilité gouvernementale qui pèse sur le Premier ministre François Bayrou. On the way, on the way, yeah, yeah. Toujours à la Guadeloupe, le chlordécone déchire le Sénat. Le sénateur de Guadeloupe, Dominique Théophile, a provoqué la stupéfaction à la Haute Assemblée hier en retirant sa proposition de loi d'indemnisation des victimes du chlordécone au moment de son examen dans l'hémicycle. L'élu a estimé, en accord avec ses collègues entiers, que le gouvernement lui ôtait toute chance de produire des effets. Ce n'est peut-être pas une première, mais le fait est suffisamment extraordinaire pour avoir provoqué une forme de sidération dans l'hémicycle et les couloirs du palais de Luxembourg. Hier, le sénateur de Guadeloupe, Dominique Théophile, RDPI, a renoncé de lui-même à l'examen de la proposition de loi qu'il a écrit et qu'il était en train de défendre au Sénat auprès de ses collègues face au gouvernement. J'enlève mon texte en discussion, déclarait-il d'une voix défaite immédiatement après avoir assisté impuissant à l'adoption d'un amendement de la rapporteure RDPI Nadia Ave. Soutenu par le gouvernement, cet amendement reconnaît la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, mais ôte de la loi des notions de préjudice moral et d'anxiété subies par les personnes exposées à la molécule pesticide. Il faut savoir écouter le peuple, réagissait le sénateur Théophile, visiblement ému, juste après l'adoption de cet amendement. Nous avons obtenu il y a peu des avancées au tribunal administratif sous le préjudice d'anxiété. On ne peut pas écrire une loi qui exclut ce que nous avons déjà gagné devant le tribunal. Yeah, 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 quick. Yeah, Yeah, Mr. Quick. Quick. Est-ce que la cour dort? Eh bien, si la cour ne dort pas, réveillez-vous du sommeil dont vous ne dormez pas pour entendre sonner le tambour belais du citoyen romain et écouter les paroles de la langue douée. Quick! Messieurs et dames, papita qui t'allait à m'entendre les chimères l'école la vie, l'encoup de zèque les tambours déchirés la poussière. Envoie ton aide, dis-moi, non pep connaître ça qui t'a pas ça qui t'a c'est t'a. Yeah, quick! Messieurs et dames, la presse, pas pour m'entendre à apprendre connaître ça qui t'a nous m'a défoncé premier la porte grand ouvertement, ouais. Quick! C'est en l'école, en les tableaux à matcher, lisson de géographie, les 34 communes Martinique. Yeah, quick! Messieurs et dames, c'est pas lisson les chamaille là pas connaître café aurait été sérieux contre des têtes pain rassis, mais c'est bâton maîtresse la nian l'homme là café au pain, parce que yo savent, si yo fait en faute, sans méchant coup de bâton qui résonne dans les cabèches et qu'elle tête coco sec yo a quick! Et mon ouais maîtresse là qui pète sans foyer, m'en prend la parole. Mon métier à collègues et Guadeloupe, non-violence à gendarme. C'est un communiqué collectif Guadeloupe, violence à gendarme, au sujet de... Le collectif contre violence à gendarme exige une fois de plus la mise en examen des 2 gendarmes, Charlier et Boyer, responsables de la mort de Claude Jean-Pierre, dit Clodo, décédé le 3 décembre 2020 dans des suites des blessures
irrémédiable infligée par ces 2 militaires français lors d'un banal contrôle routier le 21 novembre 2020 à Basse-Terre. Les dernières révélations faites par le journal Mediapart viennent une fois de plus confirmer ce que la famille de Claude Jean-Pierre ne cesse de déclarer depuis la plainte qu'elle a déposée et le témoignage accablant de la vidéosurveillance contre ces 2 gendarmes, Charlier et Boyer, responsables d'actes de violence et entraîné directement la mort d'un de notre regretté compatriote guadeloupéen âgé de 67 ans. Réfuter les allégations mensongères de ces 2 militaires français, coupables d'abus de pouvoir et de violence, manifestent ayant causé la mort de Claude Jean-Pierre. Contredire les tentatives de la justice française de porter la responsabilité de ce décès sur les pompiers et le CHU de Guadeloupe. En effet, depuis 4 longues années, la justice coloniale cherche par tous les moyens à protéger ces 2 militaires français qui ont extirpé, arraché avec une violence sans commune mesure Claude Jean-Pierre de son véhicule, alors qu'il ne s'agissait que d'un banal contrôle routier. La jeunesse pas maillée ou mal maillée. Maillée ou mal maillée. La jeunesse ou maillée ou mal maillée. Pas maillée bagaille tala. Pas maillée ou mal maillée. Toujours à la Guadeloupe, Paul Kelly-Selbonne écrit dans l'Étincelle 100 000 arbres pour la Guadeloupe. On dit que celui qui plante un cocotier vivra longtemps. Cela est dû à la longévité du cocotier et à sa capacité à fournir des cocos toute l'année. C'est la mission que s'est assignée l'association Conseil Environnement Développement Durable, ACED, fondée en 1999 parce que M. Félix Lurel. Dans la stratégie de protection de la biodiversité au regard du contexte de changement climatique et de recul des surfaces boisées, l'arbre a un rôle central au sein de l'environnement depuis plus de 20 ans. La SED sensibilise les citoyens sur la nécessité du reboisement et des problèmes environnementaux. Pour nous en parler, nous avons interrogé M. Félix Lurel, expert en écologie et du diagnostic agricole. Combien de vous dans l'association? Félix Lurel répond, nous sommes un peu plus de 80 membres. Nous avons un noyau actif qui tourne autour d'une dizaine de membres, donc nous répartissons le travail. Depuis quand avez-vous commencé le reboisement? L'association existe il y a une vingtaine d'années. C'est pour cela que nous avons élaboré le projet de 100 000 arbres pour la Guadeloupe, cousu sur mesure par rapport à notre expérience. Notre démarche s'adresse en priorité aux particuliers qui visent l'adaptation du changement climatique, mais aussi qui relèvent le défi alimentaire parce que nous sommes dans une transition alimentaire. Toujours à la Guadeloupe, Créole Formation, de jeunes Guadeloupéens associés au célèbre Banzo ont lancé une plateforme culturelle en ligne qui permet d'apprendre à parler, à lire et à écrire le créole par lescreoles.fr. C'est un programme de formation ludique avec des contenus adaptés, des ateliers réguliers pour s'entraîner et un programme dynamisé. Après 15 ans de recherche, une méthode unique est proposée afin de maîtriser le créole sans avoir à apprendre par cœur.
Andreas. Un élève de Fabrice Di Falco. C'est pas parce que nous, mais ben, nous pas en même musique classique. Hein. La veille là, bon, quoi dit bon. Et là, bon, pas qu'à chanter. Pas souvent, mais. Eh bien, j'espère que dans l'entretien avec Monique Lambert, avec Nicole Robert, va nous parler un peu de ça, de ces jeunes qu'il a formés et est-ce qu'ils trouvent de quoi vivre, parce que là aussi ça doit être un sacré problème. Oui, alors on va enchaîner un petit mot sur Haïti vite fait. C'est Nicole Top dans l'Étincelle qui écrit « Les événements en Haïti mettent à nu le vrai visage de ce libéralisme débridé. » En écoutant Nathalie Homme parler d'Haïti, nous mesurons la dimension qu'a pris le panafricanisme en ce XXIe siècle, dès le début de la libération des pays d'Afrique de l'espace aérien par sa voix et celle de Kémy Séba, de Franklin Ramsey. Il avait dit « La libération de l'Afrique noire de ce que si elle, entre autres de celle d'Haïti, car tout a commencé dans les Caraïbes, avec la victoire de Toussaint Louverture sous les troupes de Napoléon, et ensuite des philosophes tels Firmin et Marcus Garvey. Les événements qui se passent aujourd'hui en Haïti mettent à nu le vrai visage de la fuite en avant de ce libéralisme débridé, décadent, incarné par la soi-disant communauté internationale. Et sur ça, la France et leurs alliés ont des milliards et des armes pour l'Ukraine et Israël, mais sont incapables d'arrêter des bandes armées qui sèment la terreur et la mort à quelques kilomètres de leurs frontières. Devant l'indignation des pays du Sud, ils tentent en dehors de l'Organisation des Nations Unies, ONU, mais en se cachant derrière des nations nègres, de composer un gouvernement de marionnettes afin de continuer à piller ce pays. Car, paradoxe, ils se méfient aujourd'hui des monstres qu'ils ont eux-mêmes créés. Si l'ONU jouait vraiment son rôle, ceux qui ont voté l'or et les richesses de la République d'Haïti, ce pays martyr devrait l'aider à se reconstruire. Mais nous avons des doutes à ce sujet. Devons-nous pour autant désespérer de l'avenir d'Haïti? Non, car la montée des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, les changements en Amérique latine, avec le Mexique, la Colombie, le Venezuela, etc., devraient, espérons-le, peser dans les négociations qui, tôt ou tard, permettront au peuple haïtien de trouver sa voie dans ce monde en plein bouleversement. Le liso, Mimi dit qu'à connaître, il est là pour nous laguer, il est là pour nous partir, mi maman qu'a voyé pied, mi papa qu'a babillé, Mimi dit qu'à sonner, ou à travers
Mia Motley, nous devons nous émanciper de l'esclavage mental. À Addis Ababa, le 16 février 2025, la première ministre de la Barbade, Mia Amor Motley, s'adressant au sommet de l'Union africaine, a lancé un vibrant appel à l'unité, aux réparations et à la justice climatique, exhortant l'Afrique et les Caraïbes à se réapproprier leur destin commun et à relever ensemble les défis mondiaux. La présidente de la communauté des Caraïbes, CARICOM, a invoqué l'esprit de la bataille d'Awa, la victoire de 1896, qui a inspiré le panafricanisme et la lutte contre le colonialisme, soulignant que les leçons d'Awa, l'unité, la résilience et le triomphe du bien sur le mal doivent guider la génération actuelle. Madame Motley a mis en exergue les liens historiques et culturels entre l'Afrique et les Caraïbes, d'autant que la Barbade a un rôle unique à jouer pour jeter un pont entre l'Afrique et les Caraïbes. Nous sommes venus réclamer notre destin atlantique. Il nous appartient de déterminer si l'histoire de la séparation sera notre avenir ou si l'esprit d'Awa peut être notre source d'inspiration, a-t-elle déclaré. À Douala, la première ministre a souligné la menace existentielle que représente le changement climatique, en particulier des nations les plus pauvres. Woy woy fuck Edeyo. Woy woy fuck Edeyo. Edeyo bolakayu. Edeyo boteraya. Edeyo bolekala. Messieurs dames, nous disons fuck Edeyo. Fuck yo sorti en la ria. Fuck tire yo en la ria. Woy woy fuck Edeyo. La chanson en créole dit « Et dans les jeunes, à Saint-Denis, les maisons de la jeunesse, on est en train de les fermer. » C'est ce que vous l'avez dit. Fuck nous pas habitués bizarre. Messieurs dames, nous disons fuck Edeyo. Pour yo pede goyo. Oui, yo pede goyo. Professeur, nous disons fuck Edeyo. Edeyo, notre invité rentre dans le cadre, en plein là. On coupe comment? Place à Nicole Robert qui va s'entretenir avec monsieur Fabrice Di Falco. Bienvenue. Et madame Carole Sidney-Louis. Bienvenue également. Bon, bonjour à tous, auditrices et auditeurs. Bienvenue à Fabrice Di Falco et madame Carole Sidney-Louis. Nous sommes ravis donc de retrouver Fabrice, que nous avons accueilli en juin 2022 dans le cadre du mois de juin de la musique. Et eh bien, nous sommes ravis. Donc, vous écoutez l'émission Tambou Mamaï Levé, tous les vendredis de 15h à 16h, 16h30, avec un invité. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous avons deux invités. Alors, je vais commencer donc cette interview avec Fabrice.
Alors Fabrice, donc je rappelle, mais je pense que tout le monde le sait déjà, vous êtes chanteur lyrique contre-ténor, né en Martinique. Et c'est votre voix hors du commun, capable de s'adapter à tous les chants musicaux, aussi bien le répertoire baroque que l'opéra et la musique contemporaine. Eh bien, cette voix vous a permis de vous produire sur scène. Donc, vous avez sur scène et bien évidemment à travers le monde. Donc, vous avez une renommée donc internationale et une carrière aussi exceptionnelle. Alors, je vais retracer un peu votre carrière, mais aussi parler, je pense que c'est important de parler de vos actions menées. Vous êtes un homme engagé et vous tenez à transmettre la culture de la Martinique, la culture en même temps en plus gros des territoires d'outre-mer. Alors, carrière, donc, caractère d'exception, forcément, donc, récital privé pour la reine du Danemark, le sultan d'Oman ou encore la reine d'Angleterre. Donc, vous avez rencontré de grands personnages. Triple rôle du vicaire général Samba de Graham Diouf et de la femme assassinée dans Les Nègres, inspiré de l'œuvre de Genette et mise en scène par Stanislas Nordet à l'Opéra de Lyon et au Grand Théâtre de Genève. Rôle-titre du roi Oberon dans Le Songe d'une nuit d'été au Teatro Colón de Buenos Aires, à l'Opéra de Nice et à l'Opéra de Metz. Votre rôle de Fac Key West, création musicale de Régis Campo, d'après la pièce de Bernard-Marie Coltès à l'Opéra de Massy, Opéra national du Rhin, puis à Nuremberg. Rôle-titre du Pharaon, Akhenaten, dans l'opéra de Philippe Glass à l'Opéra de Nice et à Helsinki. D'ailleurs, votre prestation fut appréciée par la presse nationale et internationale, sachant que vous êtes le premier chanteur de couleur à jouer ce rôle. Et d'ailleurs, en 2025, donc cette année, vous reprenez le rôle-titre donc de l'opéra Akhenaten à la Philharmonie de Paris. Alors, je vais vous dire tout de suite les dates pour que les auditeurs puissent prendre réservé peut-être. Donc c'est à la Philharmonie de Paris, Cité de la Musique, le samedi 25 octobre à 20h, dans la grande salle Pierre Boulez, un opéra en concert, donc l'opéra de Philippe Glass. Et puis, forcément, avec une carrière telle que la vôtre, eh bien, vous avez été récompensé. Vous avez donc reçu des distinctions. Déjà nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2017, puis officier de l'Ordre national du mérite en 2022, eh bien, lundi 3 mars 2025, vous avez été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres au ministère de la Culture, un signe reçu des mains propres de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles Olivier Jacob, directeur général des Outre-mer, Alexandre Neff, directeur de l'Opéra et de l'Opéra de Paris et d'autres personnes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, donc je rappelle, j'oubliais que c'est une des plus hautes distinctions culturelles françaises. Mais ce qui me tient à cœur, bien évidemment, je suis très contente pour vous de toutes ces récompenses. Mais j'ai beaucoup aimé votre déclaration. Je vais la dire. Je suis très émue
Et j'ai aussi une pensée pour ma maman et ma grand-mère qui ont cru en moi. 2 personnes chères à vous. Je suis content d'être martiniquais, fier d'être un nègre de Martinique qui montre qu'on peut être chanteur d'opéra, ayant la Légion d'honneur et maintenant chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ça prouve que c'est un vrai métier d'être chanteur. Eh bien, bravo Fabrice Di Falco. Bravo pour cette déclaration qui s'adresse non seulement à la Martinique, au territoire d'outre-mer, mais vraiment à tout le monde. C'est ça pour nos copier. Et j'ajouterai ce que vous m'avez dit ce matin et qui, je trouve, vous définit totalement. Je partage la lumière et c'est la chose primordiale dans une vie. Bien oui, c'est bien vrai. Alors, vos actions menées en parallèle, eh bien, vos actions menées en parallèle, c'est vraiment votre engagement sans faille en faveur de la jeunesse ultramarine. Je parlerai d'abord du concours Voix des Outre-mer. C'est en 2017 que vous fondez le concours Voix des Outre-mer et vous en êtes d'ailleurs le président, avec Julien Leleu, qui est président de l'Association des contre-courants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas donc cette initiative, cette institution même, je dirais, qui s'est imposée saison après saison. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce concours ? Je pense que ce qui m'a motivé à lancer ce concours, c'est le partage de ma passion en tant que jeune Martiniquais né sur cette terre natale d'Aimé Césaire, où Jean-Paul Césaire, le fils d'Aimé Césaire, aimait beaucoup l'opéra et m'a permis en Martinique de comprendre qu'on pouvait être sur une île, mais beaucoup aimer l'opéra. Grâce à Jean-Paul Césaire, nous avons vu au MAC beaucoup d'opéras avec des mises en scène, avec des chanteurs, orchestres. Et je pense que j'ai compris la chance que j'ai eue en tant que Martiniquais de découvrir l'opéra grâce à toutes ces productions spectaculaires que j'ai vues. J'ai vu Aïda, j'ai vu Butterfly, j'ai vu Carmen, etc. Et quand j'ai eu cette chance de quitter la Martinique pour entrer au conservatoire et que j'ai eu la chance de suivre des études et qu'on ne me considère pas comme un oiseau exotique, mais comme on considère comme quelqu'un normal qui, quelles que soient ses couleurs et ses origines, a aussi le droit de chanter l'opéra. J'ai donc compris des années plus tard que la chance qui m'avait été donnée de percer dans ce métier, je devais aider mes frères et sœurs, je dirais mes filleuls des Voix des Outre-mer, à connaître cette même aventure humaine et artistique. Et ainsi, on a choisi avec Julien Leleu de détecter dans tous les territoires d'outre-mer des voix, comme j'ai pu l'être il y a 35 ans, détecter des voix, leur permettre une formation gratuite. J'ai appris à parler français gratuitement, j'ai appris à parler créole gratuitement. J'avais donc envie que les personnes de tous les outre-mer apprennent l'opéra gratuitement. Ainsi, cette association Les Contre-Courants permet justement, avec différents partenaires, de faire en sorte que nos candidats ne payent pas de frais d'inscription. Ils ne payent pas leur cours de chant. Ils ne payent pas non plus leur billet d'avion ni leur hôtel pour venir passer le concours à l'Opéra de Paris. Et dans les territoires, c'est nous qui payons les professeurs de chant pour qu'ils puissent être mes professeurs référents et les pianistes. C'est important de pouvoir donner à nos territoires d'outre-mer la possibilité que tout un chacun a quand il habite dans l'Hexagone. Voilà pourquoi. Créer ce concours Voix des Outre-mer est un concours Voix des Outre-mer, bien sûr, VOIX, mais c'est aussi un concours qui ouvre les voies parce que ce concours ne s'arrête pas au concours. C'est d'abord une détection, une formation. Bien sûr, jusqu'à l'Opéra de Paris, vous citiez Alexandre Derneff qui était
justement au ministère de la Culture et qui est venu à ma décoration, mais justement des personnalités aussi importantes de notre métier, je crois, saluent le travail acharné que nous avons pour mettre en lumière. Vous savez, beaucoup d'artistes font toute leur carrière un travail acharné pour être eux dans la lumière et attendent quelquefois d'être à la retraite pour penser comme second métier, de penser aux autres. Moi, je n'attends pas d'être à la retraite pour penser aux autres. Je suis encore, depuis 33 ans, encore bien installé dans ma carrière et depuis, comme vous le citiez, depuis 8 ans, je tiens à ce que, tout en faisant carrière, je puisse donner la main, comment dirais-je, à mes frères et sœurs des Outre-mer et leur permettre à tous d'être Fabrice Di Falco de demain. Merci beaucoup, Fabrice. Et quel bilan tirez-vous des éditions précédentes? En 8 ans, j'ai parcouru 3 océans, le monde entier, avec des cultures extraordinaires, de Wallis et Futuna avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, de Mayotte à la Réunion, avec même des candidats de Madagascar et comment dirais-je, de l'île Maurice qui passaient à la Réunion, de Martinique, Guadeloupe et sans oublier Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane. Rencontrer tous ces territoires qui ont cette richesse déjà de culture traditionnelle avec le verbe, avec le chant, avec la parole, avec la spiritualité. Beaucoup de gens dans tous ces territoires chantent, ils aiment chanter. Et en réalité, le bilan que je ferai, c'est qu'en 8 ans, nous avons une première lauréate du concours Voix des Outre-mer, comment dirais-je, qui est devenue la première femme noire à gagner les victoires de la musique classique. Sur France 3, Marie-Laure Garnier. Nous avons la première jeune lauréate du concours Voix des Outre-mer qui a gagné le concours Voix Nouvelle à Paris, à l'Opéra Comique. Et récemment, nous l'avons emmenée au Sultanat d'Oman pour qu'elle fasse une masterclass avec une grande star, Thomas Sampson, et qui actuellement vient de rentrer dans Génération Opéra aux côtés d'une autre candidate, Winona Berry. Et puis, les Jeux Olympiques, où il a fallu que je puisse, comment dirais-je, aussi bien au niveau de l'État que partout, faire comprendre qu'il fallait changer une chose. Jessie Norman avait chanté la Marseillaise, comment dirais-je, à Bastille, alors que Christiane Dapierre était vivante. Et on n'avait pas demandé à Christiane Dapierre qui chantait de chanter la Marseillaise dans un pays français. Est-ce que les États-Unis appelleraient un Français pour chanter son hymne olympique? Je vous pose la question. Cependant, nous l'avons fait. Nous avons demandé à une Afro-Américaine de venir chanter notre hymne olympique. Je voulais que pour les Jeux Olympiques, en France, comment dirais-je, malvoyante, qui a divinement bien chanté l'hymne paralympique, et également I Will Survive, ensuite à l'Arc de Triomphe. Alors, je dirais, et cet ensemble vocal composé de différents chanteurs qu'on a détectés dans les territoires et qui maintenant sont dans des conservatoires de l'Hexagone. Nous avons des candidats Voix des Outre-mer au conservatoire de Nice, de Lille, de Limoges, de Montpellier, de Bordeaux, CRR de Paris, CRR de Boulogne, CNSM, voilà. Et nous avons même formé à Paris un ensemble vocal qui ce soir d'ailleurs chante à la Bourse à côté la Bourse du Commerce. À la Bourse du Commerce, à côté de Jack Lowe, dans un Lacrymosa, avec notamment Ludivine Turiné, avec Ève Thibert qui vient de la Réunion, Axel qui vient de la Martinique, Joseph Cange qui vient également de la Guadeloupe, et puis Thomas Custodio qui vient de Guyane. Vous voyez toutes ces voix qui chantent ensemble, aussi bien dans l'œuvre Assis Paré, sur fauteuil d'orchestre, sur France 2, que ce soir en ensemble vocal. Et ce sont tous des solistes. Donc si vous voulez, j'essaye de donner de la force à toutes ces voix qui méritent d'être entendues et qui méritent aussi de montrer qu'on peut adorer comment dirais-je, la danse, on peut adorer toute forme de danse, le chata, on peut adorer, comment dirais-je, la musique traditionnelle, on peut adorer la musique populaire américaine, mais aussi, ne peut-on pas aussi adorer, comment dirais-je, et aimer l'opéra? Donc c'est cela que j'essaye de transmettre. Vous démocratisez en même temps l'opéra.
Je rends populaire un art qu'il était à l'époque baroque. C'était un art populaire. L'opéra était dans la rue avant qu'il soit dans des théâtres. Devienne élitiste. Exactement. Parce que c'est quand même élitiste et c'est vrai que les gens donc n'osent pas y aller ou n'ont même jamais écouté un opéra. Et là, vous rendez plus facilement donc l'accès à l'opéra. Exactement, et j'essaie de rendre l'accès à l'opéra même dans des émissions sur France 2 où nous avons, comment dirais-je, un partenariat avec Prodige, et nous avons entendu aussi bien Livia ou Joseph Doguet, la Martiniquaise, Auguste Ruel qui est comment dirais-je, haïtien. Nous avons entendu Tony Catherine qui est de la Réunion, Shaima qui est comment dirais-je, de Mayotte. Donc vous voyez, c'est important. Et puis cette année vous avez entendu Orléone qui est à la Réunion. C'est important que dans différentes émissions on fasse entendre, quel que soit l'âge. Souvenez-vous, il y a 3 ans, de 2 jeunes Mahorais qui avaient 7 et 8 ans et qui chantaient la garde montante extrait de l'opéra Georges Bizet. Actuellement, ils sont à Mayotte. Malgré tout ce qui se passe à Mayotte, et tous mes élèves qui sont à Mayotte, ils chantent, ils se retrouvent, on se fait des visios. Le chant est une force énorme et fédératrice. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que vous parlez d'esprit d'une grande famille. Exactement. C'est une grande famille et il n'y a pas de rivalité. J'essaye de faire en sorte de faire comprendre aussi bien à toutes celles qui ont eu des prix de conservatoire, à toutes celles qui ont été mises en lumière aussi bien par les Victoires de la musique ou par les Jeux Olympiques, de leur faire comprendre de ne pas oublier d'où elles viennent. De ne pas oublier qu'elles ne sont pas devenues des personnalités publiques du jour au lendemain. Qu'il a fallu des gens qui ont cru en eux. Oui. Il a fallu des gens. Je n'ai pas attendu qu'Axel Saint-Cyr fasse les Jeux Olympiques alors qu'elle avait passé le concours Voix des Outre-mer pendant 3 fois. La 2e fois, je lui ai permis de faire fauteuil d'orchestre en me remplaçant. Justement fauteuil d'orchestre en me remplaçant avec Candice Albardier et elle en duo, et je n'ai pas non plus attendu qu'elle fasse les Jeux Olympiques pour lui donner un rôle principal dans les contes d'Hoffmann, aussi bien en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion. Et vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut jamais oublier non seulement d'où on vient, non seulement ne jamais oublier les personnes qui vous aident, et non seulement ne pas oublier tous ceux qui vous ressemblent. Parce qu'il ne faut pas non plus, quand on arrive en haut du podium, qu'on oublie toute sa famille, parce qu'il y a plein de frères et sœurs des Voix des Outre-mer. Et on doit les faire monter au-dessus et les aider. Et moi, j'essaie de faire en sorte que toute cette famille Voix des Outre-mer, même s'ils ont des particularités vocales, des particularités, je dirais, professionnelles, des particularités humaines, j'essaie de leur montrer que l'humilité est une chose essentielle si on veut durer. Ça fait 33 ans que je fais ce métier et il est évident qu'au début de ma carrière, j'ai eu la grosse tête très vite parce que j'étais le seul sopraniste en France. Je faisais toutes les émissions télé du jour au lendemain. Et un jour, ma mère et ma grand-mère m'ont dit « N'oublie pas que ce que tu as, tu peux le perdre tout demain, premièrement, mais seulement n'oublie pas que tu reviendras poussière. Donc à quoi ça sert d'être paillette alors qu'en réalité, si tu es là, c'est pour une mission. Si les autres chanteurs, même Maria Callas avait une mission. Je veux dire, quel que soit le métier qu'on fait, on a une mission et cette mission, on doit la réaliser, la partager et aider les autres à faire leur mission. À la transmettre. La transmission. Alors après ça, il faut être humble. Être humble, oui. Et alors ça demande énormément de travail pour organiser un tel concours. Comment vous sélectionnez? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous hésitez quand vous sélectionnez les voix? Il y a peut-être une voix dans un territoire, il y a peut-être une voix où vous hésitez ou plus qu'une autre, je ne sais pas. Comment vous êtes plusieurs? Il y a vous, mais est-ce que vous êtes accompagnés ou... Alors nous avons un comité avec, comment dirais-je, l'association Les Contre-Courants présidée par Julien Leleu. Et nous avons un comité justement avec Richard Martet, comment dirais-je, d'Opéra Magazine. Nous avons des personnalités de l'opéra. Nous avons aussi Hugues Rameau de Musique et Opéra. Nous avons d'autres personnes qui vraiment sont aussi avec nous pour guider nos choix. Nous recevons énormément depuis 8 ans beaucoup de vidéos.
La sélection Ah se oui, vous fait d'abord commencez sur déjà vidéo. par la d'accord. Voilà, tout le monde nous envoie une Ah oui. vidéo. Ensuite, on écoute des vidéos. D'année en année, on en reçoit de plus en plus. Évidemment, bien sûr, vous comprenez avec les Jeux Olympiques, après ces deux Oui, chanteuses, on reçoit forcément. encore beaucoup plus de vidéos. Forcément, ouais. Et de tout style, musique traditionnelle, des personnes qui chantent tous les styles de musique, des personnes, comment dirais-je, qui chantent de l'opéra, des personnes qui n'ont jamais fait d'opéra, mais des personnes qui ont envie d'avoir des cours de chant gratuits. Donc Oui, ils c'est ça, il y a s'inscrivent pas de au concours Voix des conservatoire. Outre-mer. Ouais. Voilà, donc ils s'inscrivent au concours Voix des Outre-mer et donc on en sélectionne 10 par territoire et les 10 suivent une formation gratuite avec mes professeurs référents dans tous les Outre-mer et également en Île-de-France. Et donc ces 10 personnes qui représentent les territoires, plus les 10 personnes qui représentent l'ultramarin qui habite Paris et l'Hexagone, ils ont une formation gratuite pendant plusieurs mois et puis après commence à partir du mois de juillet leur finale territoriale. Et donc en fait, c'est aussi cette aventure artistique de personnes qui n'avaient jamais fait d'opéra, qui pensaient peut-être que l'opéra était fait pour une autre population, qui pensaient peut-être que pour faire de l'opéra, il fallait un porte-monnaie qui puisse payer les cours, mais comme tout est gratuit, ben, ils viennent. Et puis, dans les territoires où il y a des conservatoires comme en Guyane ou en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ou encore à La Réunion, il y a tout un peuple qui n'imaginait même pas pouvoir frapper à la porte du conservatoire pensant que c'était réservé à une élite. Donc ce concours a permis depuis 8 ans à montrer que tout le monde peut rentrer au conservatoire. Tout le monde peut prendre des cours de chant. Et si le conservatoire est trop cher, on trouve des solutions pour que le conservatoire leur soit payé. Vous voyez, on trouve des solutions. Et dans ce concours, on ne s'occupe pas que des gagnants. On s'occupe même des finalistes qui n'ont peut-être pas eu cette chance d'aller à l'Opéra de Paris comme gagnants du territoire, mais on s'occupe d'eux en leur faisant participer à nos œuvres opératiques, comme à La Réunion. On a plusieurs chanteurs qui n'ont pas été sélectionnés, mais qui étaient finalistes. Ils ont fait partie des Contes d'Hoffmann ou de Carmen. Pareil en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Nous allons faire les Pêcheurs de perles en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Quelquefois, les personnes qui ont des rôles principaux ne sont pas forcément les gagnants du concours Voix des Outre-mer. Pourquoi ? Parce que dans notre concours, c'est un concours qui permet l'humanité. Donc en réalité, vous pouvez ce jour-là avoir bien préparé votre masterclass avec l'équipe des contre-courants et des Voix des Outre-mer ou avec votre professeur privé si vous en avez, mais peut-être que le jour J, vous n'avez pas été excellent et quelqu'un d'autre a le prix. Donc ça veut dire qu'il faudrait ne s'occuper que des gagnants. Mais qui est gagnant en réalité ? Tout le monde est gagnant à partir du moment où vous suivez la formation. Le métier de chanteur est un métier d'un travail journalier. Notre instrument, c'est notre corps. Notre instrument, c'est notre voix. Et ce n'est pas comme un instrument qu'on dépose, comme un piano ou un violon, qui n'aura pas de souci à penser. Notre instrument se lève avec nos qualités, nos défauts, avec des problèmes corporels ou pas, avec des joies et des peines, avec des bonnes nouvelles comme des nouvelles catastrophiques. Et tout ça, on doit faire un travail physique, psychologique pour rester debout. Donc, vous voyez, c'est important que cet instrument qui est notre voix, et Carole Sidney-Louis, martiniquaise, le sait, elle habite dans un pays où c'est l'excellence, c'est l'Allemagne, et en fait, si vous voulez, l'excellence de la musique, je veux pas, et donc, en fait, si vous voulez, je suis content qu'elle soit à nos côtés aujourd'hui, parce que, justement, elle a plein de choses à vous raconter, et je pense que c'est important aussi d'entendre une autre voix que celle de Fabrice Di Falco. Oui, mais je voulais juste rajouter quand même le festival Filao. Oui. Là, il est quand même, c'est quand même important ça, ce que vrai. vous avez fait. Et si j'ai bien compris, vous avez même créé. Mais là, il y a un conservatoire à la Martinique, la Maison des Voix. Oui, alors C'est nous avons créé le festival Filao. Alors Filao parce que dans tous les Outre-mer, c'est notre arbre de Noël. Donc le Filao, Filao. c'est l'arbre justement dans tous les Outre-mer. On le trouve à La Réunion, on le trouve en Polynésie, etc. Oui, mais vous avez choisi le cadre de la ville de Saint-Pierre, le théâtre en ruine suite donc à l'éruption de la montagne Pelée. Et c'est quand même un opéra en plein air, alors que quand les gens pensent opéra, c'est enfermé, c'est dans une salle, voilà. Et là, c'est complètement en plein air, donc tout doit changer aussi quand les artistes sont sur scène, parce que vous devez entendre la nature. Ça doit avoir une influence.
Tout à en fait. même temps. Et je remercie beaucoup toute l'équipe, justement, des chanteurs des Voix des Outre-mer, qui, cette année et l'année dernière, Carmen étant chantée par Marie-Laure Garnier, Escamillo par Auguste Truel, justement, Livia dans le rôle de Michaela, et puis on retrouvait les jeunes voix des Outre-mer. Mais justement, ils ont été obligés non seulement de chanter dans un endroit, comment dirais-je, extérieur, avec quelques gouttes de pluie qui nous surprenaient, avec les grenouilles, avec les voisins qui faisaient la fête parce que c'était le mois de Noël, etc. Oui. Et c'est ça qui est important, c'est que dans cette ville de Saint-Pierre où j'habite maintenant, eh bien, en fait, si vous voulez, c'est important de montrer que l'opéra est tellement populaire et tellement ancré dans une tradition martiniquaise que l'opéra, et même Martinique Première, en a fait son opéra de soirée cadeau à Martinique Première parce qu'ils ont filmé Carmen dans les ruines et ça a cartonné. Alors tout à l'heure j'entendais Yécric Yécrac. Oui, vous l'avez fait à la créole, c'est plus c'est une adaptation, enfin c'est autre chose. Exactement. Mais c'est bien, c'est pour garder justement la culture. Toujours. Bah bravo, hein. C'est ça qu'on peut dire, et Georges. Le Figaro, c'est le sapin des Antilles. C'est le sapin des Antilles. Voilà, Fabrice, avant d'écouter Madame, pourriez-vous on veut entendre votre voix. Bah oui, un chanteur lyrique. Donc en direct, comme ça. En direct, comme ça. Sans chauffer. Sans chauffer, oui, mais vous avez travaillé sûrement votre voix aujourd'hui. Non, et pas puis en encore, plus, ce soir, vous avez le concert. Alors ce soir, on a avec les Voix des Outre-mer, l'ensemble vocal des Outre-mer, justement, un concert superbe à la Bourse du Commerce, où ils vont chanter des œuvres magnifiques, Lacrimosa, avec un compositeur extraordinaire, Lojak, et donc magnifique. Regardez sur Voix des Outre-mer, la page Instagram et Facebook, vous allez entendre des extraits, mais je vous propose une œuvre du Chevalier de Saint-Georges, Dors mon enfant, qu'il a composé pour sa maman Nanon. Et donc, c'est une œuvre que j'aime beaucoup et c'est en hommage à ma petite maman qui est au paradis, qui a cru en moi dès que je suis né. Et avec ma grand-mère Emma, qui ont cru en moi, et ces deux femmes potomitans m'ont permis d'être celui qui n'a peur de rien, car il a une foi. Clôt ta paupière, tes cris me déchirent le cœur. Dors mon enfant, ta pauvre mère, ta pauvre mère. On a assez de sa douleur, on a assez de sa douleur. Chevalier de Saint-Georges, ce compositeur guadeloupéen extraordinaire, professeur de la reine Marie-Antoinette, qui a écrit un opéra magnifique, La main anonyme, ce compositeur qui a été mis pendant des années de côté, mais ce compositeur qu'on célèbre dimanche parce qu'il a une place à son nom, et ce compositeur où des personnes comme Alain Guédé ou Claude Ribes ont fait des livres magnifiques et également des documentaires, ce compositeur que les Américains ont fait un film sublime, ce compatriote qui a écrit des œuvres magnifiques. Et c'est ce petit clin d'œil que j'ai envie de vous faire ce soir à mon île sœur, la Martinique et la Guadeloupe. Merci beaucoup, Fabrice Di Falco. Qu'on vient d'entendre. Et je voudrais juste ajouter pour votre actualité que cet opéra donc de Carmen aura lieu aura lieu le 17 mai à Rungis et le 30 juin à Paris, à l'Opéra Bastille. Exactement. Et je rappelle donc Philharmonie de Paris, Cité de la Musique, le samedi 25 octobre, donc dans la grande salle Pierre Boulez, le rôle-titre du pharaon Akhenaten. Et juste une dernière question, vos projets 2026 ? Oh là là. Oui, c'est peut-être pas. Il y en a trop. Non, mon projet 2026, je le connais.
vivre en pleine santé et continuer à aider tant que Dieu me donnera la force d'aider mes frères et sœurs des Voix des Outre-mer. Eh bien, une belle réponse. C'est une belle réponse, oui. Ouais. Eh bien, merci Fabrice pour être venu donc à nouveau à la radio et avoir bien voulu donc se prêter à ce nouvel interview. Et votre voix est sublime et je pense que la musique, comme on dit, adoucit les mœurs. C'est vrai que quand on vous écoute, eh ben, c'est un vrai bonheur. Et maintenant, attention, c'est que heureusement je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Oui, c'est un peu le cadeau de Pâques. C'est un peu le cadeau de Pâques. C'est notre compatriote chanteuse avec une voix sublime, Carole Sidney-Louis, et qui j'avais envie de vous la faire découvrir, qu'elle vous parle de son parcours, qu'elle vous fasse entendre sa voix et que vous puissiez la suivre aussi, parce qu'elle mérite aussi une écoute particulière. Tout à fait. Non, tout ce qu'on peut dire, dès qu'elle sera de passage à nouveau à Paris, qu'elle passe nous voir. Exactement, parce qu'ici, c'est une radio familiale. La porte est ouverte. Oh, c'est gentil. La porte est ouverte. Oui, parce que bon... Donc, bonjour, donc bienvenue donc à la radio. Et alors, vous êtes une artiste lyrique soprano. Vous êtes finaliste du concours de la Chambre professionnelle des directeurs d'opéra. Vous avez intégré les jeunes voix du Rhin à l'Opéra national du Rhin. Vous habitez Berlin. Et vous êtes martiniquaise, oui, je ne sais pas si je l'avais signalé. Et vous êtes également ancienne élève, comme Fabrice Di Falco, de Madame Christiane Eda-Pierre, qui est quand même la première cantatrice noire soprano française à la carrière internationale. Donc une grande dame. Et vous êtes la cousine de Roselyne Cyril, prof référent du concours Voix des Outre-mer en Martinique. Alors, qu'est-ce que c'était? Une petite question là, quand vous étiez élève de Madame Christiane Eda-Pierre, comment ça se passait? Bon, déjà, donc bonjour à tous, et je voulais remercier Fabrice pour son invitation et sa générosité, voilà, donc de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà, donc la question par rapport à Christiane Eda-Pierre. En fait, Christiane Eda-Pierre était également une amie de la famille, et figurez-vous que mon papa a été son élève en piano. Elle donnait des cours de piano à mon père, à mon papa, donc à la Martinique. Voilà. Et donc, moi, je l'ai retrouvée, évidemment, quelques années plus tard. Et j'ai eu la chance, en fait, de prendre des cours en particulier, en fait, avec elle. Donc, je dis ça parce que, du coup, je allais chez elle et je voyais toutes ces photos incroyables. En plus, elle était tellement magnifique, donc des photos de scène. Et déjà, rien que ça, c'était quand même déjà très, très impressionnant. Et c'était une femme impressionnante. Voilà, et donc elle était bien sûr généreuse et j'allais parler en espagnol, mais elle partageait bien sûr son expérience. Et c'était voilà, un très... Pour venir la rendre hommage ici. Oui. Il faut faire qu'elle revienne parler d'elle, parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi, et elle est assez inconnue. Et en fait, elle a travaillé en fait avec Charles Chesne. C'est un de nos points communs, parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé avec Charles Chesne, compositeur donc français. Et moi-même, en fait, j'ai commencé ma carrière également dans un ouvrage de Charles Chesne qui s'appelait Mis à mort à l'Opéra de Metz. Voilà. Bon, alors je rappelle aux éditeurs, vous écoutez l'émission Tambour Mamaï Levé qui a lieu tous les vendredis de 15h à 16h jusqu'à 16h30 avec des invités. Aujourd'hui, nous avons deux invités, donc Fabrice Di Falco et Madame Carole Sidney-Louis, et nous sommes en train de l'écouter. Alors, votre parcours, j'ai juste situé un petit peu, mais alors comment ça s'est passé? En fait, bon, donc j'ai eu un parcours un petit peu particulier parce que là vous habitez Berlin. J'habite Berlin, donc j'ai fait en fait différents. Bon, j'ai fait des études de commerce et de gestion, voilà, et j'ai également donc fait du chant parallèlement.
Et j'ai en fait démarré relativement tard, mais c'est vrai que le chant a quand même toujours été ma passion. Tout ce qui était artistique, voilà, était ma passion. Donc je me suis quand même formée un petit peu en parallèle, parce que du coup, en ayant démarré un petit peu tard, je n'ai pas pu intégrer certains conservatoires, mais ça ne m'a pas empêché de travailler avec les meilleurs professeurs, en fait, et de pouvoir du coup intégrer les Jeunes Voix du Rhin à l'opéra. C'est le principal, le meilleur professeur. Exactement, et de pouvoir intégrer du coup les Jeunes Voix du Rhin à l'Opéra donc de Strasbourg, où j'étais donc la seule française en fait à avoir été sélectionnée pour cette année. Voilà, suite à ça, j'ai commencé donc à faire des auditions. J'ai effectivement commencé ma carrière avec Mi Amor, donc opéra de Charles Chesne à l'Opéra de Metz. Et de là, bon, les choses se sont enchaînées. Et puis, en ayant une voix un peu particulière, disons, en tout cas, en allant tout doucement vers un répertoire plus dramatique, j'ai eu vraiment l'envie, la nécessité en fait d'apprendre le répertoire allemand, et donc c'est pour ça que je suis partie aussi à Berlin. J'ai commencé à faire des petites choses là-bas en remplacement, et donc je me suis en fait après j'ai donc pu avoir tout un répertoire allemand en passant par Strauss, Wagner, et je viens de chanter par exemple Elektra l'été dernier de Richard Strauss, qui est quand même une œuvre assez monumentale. Énorme, oui, monumentale. Voilà. Et voilà, donc ça fait maintenant quelques années que je vis à Berlin, mais j'ai en fait travaillé avec beaucoup d'orchestres un petit peu partout finalement, en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, enfin bon on en dit. Et j'ai également, en parlant donc de plein air, j'ai également eu l'occasion en fait de chanter à New York, à Times Square, un opéra allemand de Schönberg, Erwartung, en plein milieu de Times Square. Donc ça, c'est une expérience aussi assez... Oui, ça doit être une sacrée expérience en plein air. Oui. Tout était organisé, c'était dans le cadre d'un festival. Donc on avait vraiment une scène, et donc voilà, tout était bloqué aussi. Donc Times Square était bloqué pour le spectacle. Oui, pour le spectacle, voilà. Et donc il y avait les panneaux publicitaires, et en même temps, je chantais mon Erwartung au milieu de New York. Voilà. Ça, c'est assez insolite, mais une très belle expérience. Et est-ce que vous, de même que Fabrice Di Falco, est-ce que vous gérez des jeunes? Est-ce que vous détectez des talents En ce moment, oui, je travaille d'ailleurs à Potsdam en tant que professeur, en fait. Et depuis Vous êtes professeur en même temps? Oui, je suis aussi professeur. Et je découvre effectivement des jeunes talents. Et et c'est tout à fait passionnant. Et c'est vrai que on a une passion, en fait, de pouvoir... passer effectivement notre savoir, toutes nos connaissances. Parce que depuis quelques années, effectivement, on a quand même emmagasiné beaucoup d'expériences. Et quel regard personnel, en fait. Faut transmettre aux jeunes. Faut transmettre aux jeunes. Oui. Et puis il faut, je pense, les laisser les laisser libres aussi, et puis qu'ils apprennent dans la liberté, dans le plaisir, pas dans la contrainte. Dans le plaisir, faut pas. Parce que c'est vrai que ce milieu est quand même difficile. Je me rends compte aussi. La contrainte ne donne rien. Absolument, je me rends compte aussi avec mon expérience, les choses des fois sont quand même très figées, et on veut essayer de faire bien les choses, de rentrer dans un certain cadre. Et finalement, est-ce que ça marche? Je ne sais pas, puisque moi maintenant avec mon expérience, je me rends compte que la meilleure chose, c'est toujours d'être soi-même, en fait. Oui, parce que vous avez un parcours atypique, puisque vous n'avez pas du tout commencé. Enfin, vous aimiez le chant, mais vous n'avez pas commencé par là. Non, mais en fait, c'était quand même ma passion, c'était quand même tout ce qui était artistique. Mais je venais quand même d'un cadre où il fallait faire des études traditionnelles. Même Christiane Nedapierre, en fait, avait eu un peu ce discours-là. Il faut quand même assurer. Oui, d'accord. Après, ça se discute, parce qu'il y a eu bien sûr des moments où je me suis dit, mais pourquoi j'ai démarré trop tard? Mais finalement, ça fait partie de l'expérience. Et c'est aussi des choses qu'on peut transmettre. Mais je pense l'essentiel, c'est d'essayer de rester soi. Alors, l'humilité, effectivement, comme a dit Fabrice, c'est très important de rester soi, à l'écoute. On a tous nos difficultés, et donc il faut s'entraider. Voilà, il faut se soutenir, et puis il faut que chaque jeune se développe et reste lui-même, quoi, avec sa culture, et on rajoute en fait autour de tout ça, mais il ne faut pas commencer à gommer parce qu'on veut rentrer dans un code. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Et en fait, moi, je fais maintenant le chemin inverse. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, j'ai voulu rentrer dans ce moule pendant des années, et maintenant, j'ai envie, en fait, je m'ouvre à d'autres horizons. Par exemple, je suis en train de faire un album de musique latino, voilà, parce que je retrouve mes racines. J'ai un petit peu envie
Voilà, d'explorer, d'aller un peu voilà, partout. Et puis avant, c'était un petit peu, mais est-ce qu'on peut faire les deux? Non, c'est pas possible. Donc pendant des années, j'ai fait là. Et puis je me dis, mais si, c'est possible. Si on aime, on peut. Si tu as, mais oui, finalement, oui. Oui, mais c'est l'enseignement didactique qui peut-être fausse les choses. Alors du coup, là, en tant qu'enseignant, vous emmène dans une certaine ligne et vous pouvez pas donc vous écarter du chemin parce que c'est comme ça. Voilà. Comme ça, mais c'est un peu l'école des fois aussi, suivant les maîtres ou professeurs donc que l'on rencontre. Eh bien, voilà, vous pouvez avoir une vie tout à fait différente avec l'étincelle ou pas l'étincelle. Oui, complètement. Mais on est quand même en plus dans une période, on est dans la période de la diversité aussi. Hein. En ce moment, on est en plein. Oui. Bon. Tout est facile. Donc, mais de la réalité, c'est pas ça. Ah ben ça c'est vrai. Oui. Ah ben, oui. Oui, on a l'impression effectivement que tout est facile, qu'on peut tout faire comme ça. Maintenant, il y a quand même du travail. Hein, c'est normal, le travail. Vous travaillez combien d'heures par jour, votre voix, tous les deux? Bah oui, tous les jours, vous la travaillez. Oui, ça a été des années de travail quotidien. Mais par exemple, par jour, vous travaillez 5... On ne peut pas travailler de... je sais pas, 8 heures. Mais le travail, ce n'est pas... Mais non, oui, mais je veux dire, la voix, il faut bien la chauffer, il faut faire des vocalises. Mais il faut être en forme physique aussi. Donc, il y a une partie qui est travail vocal, il y a la partie du travail corporel, la respiration, la musculature sans que ce soit... Alors, il ne faut pas avoir d'extinction de voix. Il ne faut pas avoir d'extinction de voix. Une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Fabrice, je vous ai vu à la télévision, donc c'était sur la Nouvelle-Calédonie, je crois que c'était après La Voix des Outre-mer. Et je vous ai vu, voilà, vous étiez élancé et j'ai vu le travail physique. Vous expliquiez donc à un jeune et en même temps, vous aviez une pause et vous lancez comme si c'était lancer sa voix et en même temps, vous dansiez. Parce que le corps est mouvement, la voix est mouvement. Exactement. Et je dirais que tous les jours on chante, mais pas parce qu'on doit répéter un programme et pas parce que on doit chauffer sa voix. C'est que tous les jours on chante parce que on aime chanter. Oui. Donc sous notre douche, en cuisinant, dans la rue, à la messe. C'est de soi, quoi. Voilà, ça fait partie de notre corps. C'est vrai que moi, personnellement, ma première passion était la danse. C'était ça ma première passion. Et c'est vrai quand Fabrice parle de mouvement, effectivement, il faut garder ce mouvement dans le chant lyrique, enfin dans le chant. Il ne faut pas perdre ça parce que là aussi, en voulant bien faire, on doit vraiment travailler. Des fois, on voit des personnes. Il faut vraiment. Mais moi, on m'a reproché aussi. J'ai eu des problèmes avec ça en concours parce que je bougeais trop. Peut-être que c'était vrai aussi, mais il faut quand même être libre. Enfin, le fait de se figer fait que voilà. La voix, du coup, se fige aussi. Oui, voilà. Oui, je pense. Alors, donc, il faut toujours garder quand même un mouvement. Et moi, je pense que le meilleur des mouvements, c'est que nos auditeurs écoutent maintenant le moment où notre amie chanteuse lyrique venant de Martinique chante quelque chose parce en plus avec un texte espagnol, un texte qui va nous permettre d'avoir un peu de rythme. On y allait, Fabrice. Et moi, je veux que ces téléspectateurs puissent comprendre pourquoi c'est mon invité, parce que justement, elle va vous interpréter quelque chose qui est dans son ADN et il faut simplement écouter et se transporter, je crois, en Espagne, non ? En Espagne, en Argentine. En Espagne, pourquoi vous chantez en... Il faudrait faire... Oui, parce que donc je suis en train de faire un album, effectivement, avec donc un producteur péruvien, mais qui est également à Berlin, puisque Berlin est international. On y rencontre d'ailleurs beaucoup de... Comme Paris. Voilà, comme Paris, oui. Et donc, c'est un nouveau projet que j'ai, parallèlement à des projets de concerts, effectivement, lyriques, de musique plus lyrique. Quoique mon prochain récital, je commence avec Divinité du Styx, donc du Gluck, et je finis avec du Moran. Donc voilà, c'est un mélange très bien. C'est ça. C'est aujourd'hui, c'est la vie. C'est la vie. Alors on vous écoute. Ah bah non, alors du coup là aussi je n'ai pas chauffé ma voix. Il faudrait faire et du classique et du. Ce que vous voulez, on vous écoute. Donc on commence par le classique, on commence par le. Et après tous les deux, oui. Ah non, il faut que vous écoutiez sa voix et après, solo. Tous les deux. Oui, on vous écoute. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto
visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué me fascinan tus miradas. Cuando estoy cerca de ti ya estás contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra mujer amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Bravo! Bravo! Ah oui, on peut applaudir, oui. Là, c'était la version, voilà. Après, la version argentina. On peut avoir le plus lyrique, mais bon, ça c'est autre chose. Et votre actualité? Alors donc mon actualité, c'est effectivement de sortir ce CD, voilà, et également donc de faire toute une tournée de récital en fait en France, pour effectivement dans un petit pour une association qui en fait essaye de recréer des nouveaux lieux culturels pour que la vie culturelle se redéveloppe en fait dans des dans des campagnes, enfin des où les gens n'ont pas l'occasion, par exemple dans des lieux de culte, dans des églises où tout est fermé. Et là, donc, on est en train de tout réouvrir pour essayer, de nouveau, de faire circuler, la culture. Et puis. Eh bien, bravo. Oui, c'est une bonne initiative. Très bonne initiative. Qu'on ne s'attendait pas. Non. Vraiment, c'est vraiment. C'est une mission. Heureusement, on a un livre d'or. Il y a des traces. Alors, on va se pencher là-dessus. On va vous écouter maintenant tous les deux. Enfin, alors c'est peut-être indiscret, je m'excuse, mais comment vous vous êtes rencontrés? C'est les voix? Justement, en fait. En Martinique? Non, je ne sais pas si Fabrice se souvient, mais on s'est rencontrés. Moi, j'ai rencontré Fabrice pour la première fois, qui chantait justement avec ma cousine Roselyse Cyril à l'église de la Madeleine. L'église de la Madeleine. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on Donc voilà, toujours la famille. C'est la famille. Les artistes se rencontrent toujours. Exactement. Voilà, une famille qui ne se déchire pas, c'est bien. Voilà. Non, on fait tout en tout cas. Ah non, avec bienveillance. Que les liens de la musique permettent à ce que la famille ne se déchire pas. Comme nous savons, il y a beaucoup de familles qui quelquefois se déchirent. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Voilà, donc en fait on essaye que le lien de la musique, que l'harmonie de musique reste dans nos liens aussi. C'est normal qu'il y ait des personnes qui ont plus de personnalité que d'autres, mais il ne faut pas que ceux qui n'en ont pas beaucoup soient engloutis par ceux qui en ont trop. Oui. Donc j'essaye justement que tout le monde puisse s'exprimer et justement c'est important. C'est comme ce soir, dans ces 7 solistes des Voix des Outre-mer à Bourse, si vous voulez, je demande à ce que chacun puisse s'exprimer, que ceux qui sont plus aguerris
comme certains chanteurs, comme Auguste Ruel, Joseph Canche, Daniel Maévet, Ludivine Turiné, puis justement emporter avec eux ceux qui doutent un peu plus, comme Thomas Custodio, comme Eve Tibert ou Axel Rascar, tous amis, et que ça soit justement des chanteurs qui puissent montrer qu'ils sont ensemble, et l'union fait la force. Alors, ce sera la première fois qu'on chante ensemble tous les deux, on ne sait même pas quoi chanter, mais on a dit Belle Nuit d'amour. Allez, je sais pas comment, mais... Alors, comment dirais-je, donc je commence et toi tu commences. Je vais essayer. Belle nuit, aux nuits d'amour, souris à nos ivresses. Belle nuit, aux nuits d'amour, souris à nos ivresses. En de ton non-retour, oh belle nuit d'amour. Vous voyez, l'Alzheimer me guette. Oh belle nuit de mon retour, oh belle nuit d'amour. Ah oui. Vous avez vu comment j'ai fait exprès pour qu'elle chante seule? Vous avez vu la technique ou pas? En fait, en réalité, ce que je voudrais, c'est qu'elle vous fasse entendre sa voix justement lyrique, même si c'est un tout petit extrait. Parce que quand je chante avec elle, on s'entend, on s'écoute, on n'a pas le même répertoire. Oui. Moi, j'ai un répertoire baroque et classique. Elle a un répertoire de grand lyrique. Et donc, en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est que, même si c'est sur une vocalise, même si c'est sur quelque chose, mais qu'elle vous fasse entendre son timbre, sa voix, qui mérite d'être entendu au-delà de la voix. Voilà. Et c'est pour ça que je fais exprès de ne pas me souvenir de Belle Nuit d'amour. Parce que vous dites tout ça m'étonnerait. Mais quand même. Oui, mais j'ai pas chauffé, donc là ça devient. Sur une... Prima d'andar soldato, tu aveva l'ola, eterno figlio dato, aveva l'ola, eterno figlio giurato. Vous entendez la voix ronde, hein, elle a quand même Après, une voix ronde. Elle va beaucoup plus haut, mais elle a une voix ronde et chaude. Et si vous voulez, c'est pas la voix de Christiane Lapierre qui était beaucoup plus légère. Hein. C'est une voix qui va beaucoup plus sur les voix wagnériennes, hein, beaucoup plus que sur des voix classiques ou baroques. Voyez. Et donc c'est vrai qu'un instrument comme le sien, elle a besoin de chauffer. Comme moi-même d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que il y a aussi cette envie que vous alliez sur YouTube et écouter les différentes vidéos qu'elle a. Vous tapez son nom, Carole Sidney Louis, et justement vous allez entendre cette voix qu'on n'entend pas si souvent. On n'a pas beaucoup de wagnériennes des Outre-mer. Marie-Laure Garnier est wagnérienne, vient de Guyane, mais nous n'avons pas de martiniquaise wagnérienne. Et elle a ce timbre wagnérien. Ça vient d'où? Et donc là, ce timbre wagnérien, et je pense que j'ai voulu l'inviter aussi pour que vous puissiez vous intéresser justement à cette chanteuse qui mérite le détour. Il y a trop d'artistes exceptionnels qui sont dans le monde entier et qui viennent de nos terres d'outre-mer qu'on ne connaît pas. On monte toujours les mêmes, et on finit par croire que il y a que. Non, il n'y a pas que. Il n'y a pas que Yannick Noah au tennis. Il n'y a pas que Surya Bonali, je dirais, au patinage artistique. Mais ça, c'est les médias. Vous voyez, c'est les médias qui font, c'est important de faire entendre toutes les voix. Merci Fabrice. Merci beaucoup donc d'être venu donc aujourd'hui, Fabrice Di Falco et Carole Sidney Louis, que nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui. Chanteur contre-ténor et chanteuse soprano, et vous avez entendre donc ces très belles voix. Il les recevra à nouveau.
à les recevoir à nouveau. Bien sûr, Georges, j'y manquerai pas. Je prendrai le planning et je noterai. Et j'appellerai Fabrice. Merci beaucoup. Alors juste, on a peut-être quelques minutes pour signaler l'agenda à venir. Rita Romain, originaire des Seychelles, chanteuse et musicienne, en concert le 7 mai à la Foire de Paris, à 11h dans le cadre de l'Océan Indien et de 17h à 18h pour le concept Talent d'Afrique. Et nous la retrouverons dans notre émission le vendredi 30 mai, accompagnée du chanteur congolais Pafeli Nanga. Et nous retrouvons le 23 mai Ferdi Ajax, notre chronique. Raphaël Baron, c'est fini. Non, c'était très bien. C'est un...